et bienvenue dans cette émission dont vous êtes les invités privilégiés chaque soir sur Europe 1. Vous pouvez aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur, la vie de couple, la vie de famille, les relations avec vos enfants, avec vos collègues de travail, la sexualité. Aucun sujet n'est tabou si vous vous sentez un peu seul, un peu perdu face à une situation. Je vous invite à appeler le 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Clémence et Quentin, et ensemble, avec l'aide des auditeurs, eh bien nous essaierons de vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Alors pour toutes vos réactions, il y a le site europe1.fr, les SMS au 7 21 21 code nuit. Ce soir, c'est Philippe Chartier qui réalise cette émission. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Caroline. Merci de me prendre à l'antenne. Ben, je vous en prie. Alors, vous vouliez nous parler des acouphènes ce soir, puisque vous êtes administrateur de l'association France Acouphènes. Absolument. Et déjà, peut-être pouvez-vous nous préciser ce que sont les acouphènes? Oui, parce que pour beaucoup de gens, déjà le nom, il y a des personnes qui savent pas ce que c'est. En fait, c'est un sifflement ou un bruit, un suintement permanent que la personne a dans la tête, c'est-à-dire en se levant le matin jusqu'au soir, quoi, et avec des difficultés pour s'endormir, ce qui rend vraiment la vie vraiment très très pénible, quoi. Un sifflement continu. Oui. Donc c'est un dérèglement, si vous voulez, entre disons l'oreille interne et le cerveau, un bruit qui est là, bien sûr qui s'entend pas extérieurement, mais qui résonne dans la tête de cette personne qui a ce handicap, parce que on peut dire que c'est un handicap, quoi. Mais quelle en est l'origine? Je vous dis, c'est un dérèglement en fait qui peut avoir plusieurs origines. Alors ça peut provenir soit d'un traumatisme sonore, c'est-à-dire un bruit très très fort que la personne a subi, ou un choc, sinon un choc émotionnel. Un choc émotionnel peut provoquer ce genre de trouble? Oui, absolument. C'est mon cas d'ailleurs. J'ai eu un problème il y a un peu plus de 10 ans, et ça m'a déclenché ces sifflements permanents. Alors le problème qu'il y a en fait, c'est que actuellement il n'y a pas de traitement. Est-ce qu'écouter, avant de parler du traitement, Jean-François, est-ce que par exemple écouter de la musique trop fort, revenir par exemple d'un concert en ayant été trop près, une musique vraiment très très forte, ou ne serait-ce qu'écouter de la musique vraiment avec les oreillettes à fond, est-ce que ça peut engendrer ce genre de symptômes? Bien sûr, et d'ailleurs nous au nom de l'association nous faisons de la prévention pour les jeunes, justement, pour essayer de les prévenir de ce qu'ils risquent en s'approchant trop des baffes qui sortent à 105 dB ou voire plus, et qui supportent ça. C'est pas tellement le fait de la puissance, c'est surtout de la durée en fait. C'est l'exposition, c'est la durée de l'exposition. C'est l'exposition si on reste trop longtemps sur une musique trop forte. Là, ça peut faire du dégât au niveau de l'oreille, et il faut savoir que l'oreille actuellement se répare pas ou difficilement, quoi. Donc vous dites qu'il n'y a pas de traitement actuellement. En tout cas, pour malheureusement une personne qui a des acouphènes, il n'y a pas de traitement médical. Alors ça peut être assez difficile à vivre d'avoir, c'est-à-dire que ces personnes, enfin, vous n'avez jamais de moment de silence, vous n'êtes jamais dans le silence. On est interdit de silence en fait, en sachant que le silence absolu n'existe pas vraiment, si vous voulez. Si vous enfermez une personne au bout d'une heure ou deux dans une pièce, elle va entendre un léger bruit, vous voyez.
Mais nous, c'est vraiment pas droit du tout au silence, quoi. Donc, mais alors, on sait que le bruit, à un moment, peut rendre fou, alors sans parler de folie, mais ça peut, est-ce que ça n'engendre pas des troubles anxieux, des troubles dépressifs? Bien sûr que si. Il y a, si vous voulez, la difficulté qu'il y a pour les personnes notamment qui sont en activité, c'est qu'en fait c'est pas vraiment reconnu comme maladie pour l'instant. Je dis toujours pour l'instant parce qu'on y travaille quand même. C'est pas reconnu et souvent les gens se font arrêter parce qu'ils peuvent plus assumer leur tâche. Ils se font arrêter pour une dépression, quoi. Est-ce que quand on est confronté je sais pas, vous parliez, vous dites ça peut être lié à un traumatisme. Vous parliez de choc émotionnel, mais juste avant, je sais plus le mot que vous avez utilisé. Un traumatisme sonore. Voilà, par exemple, je pense ce qui s'est passé à Toulouse avec l'usine AZF. Est-ce que ça a pu entraîner chez certaines victimes des acouphènes? Bien sûr, tout à fait, oui, bien sûr. Et pourtant là, l'exposition n'a pas été longue. Donc c'est vraiment l'impact, l'intensité de... Là, c'était, si vous voulez, pour les personnes qui étaient vraiment tout près, je veux dire, là, ça n'a pas besoin d'être long parce que c'est tellement intensif. Tellement violent, oui. Là, c'est une violence, quoi. Donc là, il y a eu des personnes à Toulouse, forcément, et on a d'ailleurs une bénévole sur Toulouse qui fait une permanence à l'hôpital de Toulouse. Je reçois un message là au 7 21 21 code nuit qui dit mon père qui est maintenant en retraite était imprimeur, il a des acouphènes, cela peut-il venir de son métier très bruyant? Bien sûr. S'il a fait ce métier très très longtemps, voire toute sa carrière, ça peut abîmer tout le système de l'oreille et forcément ça peut provoquer des acouphènes qui à un certain âge s'accompagnent d'une surdité, si vous voulez. Bon, ça c'est souvent dû à l'âge, mais l'acouphène est accompagné souvent d'une surdité. C'est l'évolution classique des acouphènes. Oui. Mais comment se fait-il que ça ne soit pas reconnu? Parce que, si vous voulez, c'est une maladie en fait qui n'est pas évidente à prouver, parce que on peut pas passer un examen en disant voilà j'ai décelé l'acouphène, quoi. Il existe, il est bien là, mais c'est pas reconnu pour l'instant, ou encore une fois pas auprès des instances, quoi. Nous, on travaille au nom de l'association auprès du ministère de la Santé. D'ailleurs, on organise le premier congrès de l'acouphène le 28 novembre. Oui. Dans les locaux du ministère de la Santé qui nous accueillent, justement, bien entendu, avec des professeurs, des gens qui maîtrisent tout ce qui est ORL, pour parler un petit peu de ce qui se fait au niveau de la recherche, quoi. Donc ce congrès, c'est intéressant de dire, il se tient où? Au ministère de la Santé à Paris. Au ministère de la Santé à Paris. Oui. Donc le 28 novembre, c'est ouvert au grand public? C'est-à-dire, pour vous dire franchement, Caroline, c'est que c'est sous réservation parce qu'on n'a que 280 places. Et j'ai su fin de semaine dernière qu'on était pratiquement complet, quoi. D'accord. Parce que c'est pour pour le grand public, quoi. Oui. Combien de personnes sont concernées par ce problème en France? Écoutez, c'est assez difficile à dire parce que en fait, il y a des personnes déjà qui ont des acouphènes et qui n'en parlent pas. Qui vivent avec ça et puis qui font un petit peu, vous savez, l'autruche, en disant j'ai ça puisque j'ai fait le parcours du combattant, on m'a dit qu'il y avait rien à faire, donc il déclare pas en fait, je veux dire. Mais en fait, on sait qu'il y a à peu près quand même 8 à 10% de gens qui ont des acouphènes en France. Ah, quand même? Ah oui, c'est énorme, oui. Oui, c'est énorme, hein. Ah oui, bien sûr, oui. Il y a une question d'Anne, là, au 7 21 21, qui dit comment réagissent vos proches? C'est pas facile pour les proches parce que forcément, avec ces bruits permanents dans la tête, on a des journées où on n'est pas bien, quoi. Je veux dire,
On est, comme il y a quand même des intensités différentes, alors qui sont dues un petit peu à la fatigue, au stress, puis il y a des jours aussi on les supporte moins que d'autres, hein, on ne sait pas trop pourquoi. Hein. Donc c'est vrai que pour l'entourage c'est pas facile. Alors justement, on a une réaction là qui arrive au 39 21 d'Annie, je crois. Bonsoir Annie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Voilà, moi j'ai eu des acouphènes il y a environ une quinzaine d'années. Oui. Et j'ai fait du caisson hyperbare. Oui. Vous faites quoi? J'ai pas compris. Du caisson. Je suis allée dans un caisson hyperbare. C'est quoi ça? C'est une grosse bulle où on vous enferme et on m'a fait une perfusion avec des des vasodilatateurs. Oui, c'est ça. Oui. Et là, je restais 1 heure dans le caisson, 2 heures, donc mes acouphènes mon bourdonnement d'oreille a complètement disparu. Ensuite, au décès de mon mari, il y a 10 ans, après le décès, j'avais de nouveau des bourdonnements d'oreille avec des troubles de l'équilibre. Ça, c'est du Ménière, ça, c'est autre chose. Ça. Oui. Et là, nous avons une clinique à Marseille maintenant qui soigne les acouphènes, c'est tout nouveau. Donc, je suis retournée. Là, j'ai fait de la rééducation et je ne peux pas dire que mon bourdonnement a complètement disparu, non, mais il s'est bien atténué. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode, monsieur. Oui. Bon, c'est une méthode, qui s'est fait passer un moment. Oui. Qui ont réussi sur certaines personnes. Oui. Mais bon, c'est pas du 100%, quoi. Hein, c'est pas. Mais pour l'instant, je suis tranquille parce que j'avais aussi, non seulement j'avais un bourdonnement d'oreille, mais j'entendais des cigales toute la journée. Il faut dire que vous êtes près de Marseille. Oui, des cigales. Alors les cigales, on les entend là-bas. Mais hein. oui, on les entend. Nous en avons, mais moi je les entendais la nuit. L'hiver, l'été, ce sont des acouphènes qui sont dus. C'est un bruit permanent. Hein, quand on les oui, mais vous nous dites, Jean-François, que c'est un sifflement. Donc ça, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit de cigale, par exemple. Si. Ah bon, ça peut? Non, moi j'ai dit sifflement, suintement. Il y a même un bruit, vous savez, genre cocotte minute. Hein, ah oui, parce que voilà, j'ai un message de Josette, là, un SMS qui dit: quand je suis au calme, j'entends toujours comme le bouillonnement d'une eau gazeuse. Est-ce un acouphène? C'est ça. Mais ce sont plein de bruits, le bruit des cigales, le bourdonnement d'oreille, le sifflement d'oreille. C'est terrible, hein. D'accord. Vous savez, Caroline, excusez-moi, je fais de l'écoute téléphonique, moi, pour aider les gens, hein, puisque je suis donc administrateur et responsable de région en Poitou-Charentes. J'habite à côté de Royan, à Saujon exactement. Et donc, j'essaye d'aider les gens dans la détresse. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont complètement perdus, qui savent plus quoi faire. Et chaque personne a son acouphène un peu différent, parce que moi, j'ai à peu près, quand je fais une écoute téléphonique, 3-4 personnes dans la matinée. Je peux vous dire que chaque personne réagit différemment et le supporte des fois très très difficilement. J'ai eu des personnes qui me parlaient d'arriver à l'extrême, voire au suicide, quoi. Hein. Ah oui, à ce point-là. Ah oui, vraiment. Hein, tellement ça leur était insupportable. Tellement ils pouvaient plus supporter, ils pouvaient plus. Je veux dire, c'est atroce, quoi. C'est-à-dire que oui, ce bruit en permanence ne permet pas de se reposer finalement. Voilà, c'est ça. Si vous voulez, c'est comme vous disiez tout à l'heure, on n'a plus droit au silence. Voilà, c'est ça. Et puis, alors moi, des solutions que je propose, c'est de surtout s'occuper. Faut surtout pas rester dans son canapé à attendre, à écouter ses acouphènes, parce que là on devient fou là. Donc moi je fais beaucoup de bénévolat entre autres, hein, puisque je suis à la retraite depuis peu de temps. Mais il faut surtout s'occuper et puis faut bouger quoi. Est-ce que je reçois là aussi un autre SMS qui dit est-ce que ça peut déclencher des maux de crâne?
pas lié avec la migraine. Hein. Non. Si on a une arthrose cervicale. Ah oui. Oui, mais ça c'est différent. Oui. Il y a tout de même les artères vertébrales qui passent et qui correspondent aussi avec l'oreille. Moi, je connais des gens qui ont des arthroses cervicales et qui ont beaucoup de bourdonnements et de troubles de l'équilibre. Oui, tout à fait. Une grosse avec des vertèbres tassées au cou. Oui. Ah oui. Donc il y a les ça, c'est artères autre chose là. il y a les sous-clavières qui passent là. Oui. Mais là on n'est plus au niveau de l'oreille là. Oui, mais alors un autre message qui dit si on met des appareils auditifs, peut-on améliorer la surdité provoquée par les acouphènes? Oui. Alors c'est pas vraiment comme ça que ça se présente. C'est-à-dire si vous voulez, quand on a une surdité relativement prononcée, à ce moment-là, on se fait donc appareiller, et là, ça peut avoir une influence sur les acouphènes. Ça peut atténuer. Ça peut atténuer. Oui. Mais il faut avoir déjà une surdité relativement importante. Moi, j'ai 20% parce que j'ai un acouphène unilatéral droit. Donc il y a des personnes qui ont des deux côtés bilatérales. Ah bon, qui en ont dans les deux oreilles? Ah oui. C'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment des choses, enfin des réactions différentes, enfin des gens qui le vivent différemment parce que c'est pas les mêmes quoi. Alors il y a Petite Plume qui dit vous parlez de sifflements, mais ne peuvent-ils revêtir d'autres formes entre deux sommeils tout en étant conscients, genre des bruits de radio? Petite Plume, c'est peut-être que effectivement quand vous écoutez la radio, vous endormez un peu et vous nous entendez peut-être. Non, je vous taquine là. Mais non. Petite Plume s'endort avec vous. Voilà, c'est peut-être ma voix ou la voix des auditeurs. Non, elle dit à la suite d'un gros choc émotionnel il y a 13 ans, j'ai vraiment eu des choses bizarres pouvant s'apparenter à ça. On m'a donné plusieurs réponses très différentes. Bien sûr, ouais. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le désarroi des personnes qui sont atteintes de ce handicap, en fait. C'est que, en fait, ils ressortent d'une visite chez un médecin, un ORL, un spécialiste. Et c'est souvent en leur disant, faut que vous appreniez à vivre avec ça, quoi. Oui. Il y a Fleur de Cactus qui dit, je crois que dans certains cas, l'ostéopathie peut soulager. Oui, ça peut soulager, Caroline, parce que j'ai une dame qui avait des acouphènes, elle a fait un petit peu d'ostéopathie. Bien sûr, il faut trouver un bon ostéopathe. Et elle a été soulagée. Ça l'a atténué. D'accord, c'est déjà ça. Oui. Alors, il y a le Belge qui dit, moi, j'ai eu une oreille comme ça qui sifflait pendant 15 jours suite à une descente trop rapide en avion. Est-ce que ça peut s'apparenter à Non, je dis non, vous savez, je suis pas médecin. Vous n'êtes pas médecin, oui. Moi j'entends beaucoup de témoignages, donc je redis un petit peu les témoignages que là c'est pas vraiment là c'est vraiment dû à une cause qu'on connaît déjà, bien évidente et temporaire en plus. En principe ça ne dure pas quoi. C'est comme c'est les personnes qui font de la plongée aussi, on peut avoir ça, la plongée sous-marine. Hein. Oui, il y a quelqu'un apparemment qui en fait, puisqu'il me dit caisson hyperbar équivaut de la plongée, équivalent de la plongée, traitement par l'oxygène à pression élevée. Oui. Et justement, un pilote de chasse qui me dit, j'ai 69 ans, j'ai volé un jour alors que j'étais enrhumé, et depuis j'ai des acouphènes. Ouais. Bon. On accueille également Nathalie qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Nathalie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie. Très heureuse de vous entendre. Bonsoir, moi, je suis obligée de réagir parce que j'ai un fils qui a 24 ans, qui souffre de la maladie de Ménière. Alors, la maladie de Ménière, vous pouvez préciser de quoi il s'agit? Dysfonctionnement des oreilles internes. Qui rend un déséquilibre. Tout à fait. Donc, c'est un gamin qui ne peut pas sortir le soir parce que, bien évidemment, quand il fait une crise et ça ne prévient pas et c'est régulier, on le voit tituber dans la rue et on se dit, c'est un gosse qui a bu, donc forcément... Il a des troubles de l'équilibre. Voilà, et il ne peut pas sortir, bien forcément, sûr, parce que les gens, automatiquement, c'est un alcoolique. Et c'est un gamin qui, en fait, s'est réfugié dans les beaux-arts et qui fait des choses magnifiques, ça c'est clair, mais qui, à contrario de ce que vous disiez tout à l'heure, est obligé de vivre 24 heures sur 24 avec de la musique dans mes oreilles. Oui, là c'est encore autre chose. La maladie de Ménière, elle est très 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 difficile à soigner. C'est vrai.
C'est très difficile à soigner. Ça ne se soigne pas. Non, je sais. Il gardera ça à vie, mais enfin, on peut le soulager tout de même. C'est un gamin qui me dit, maman, je serai papa dans 2 ans parce que je veux entendre mon enfant. Parce que je veux être sûre de l'entendre au moins pleurer une fois. C'est horrible comme maladie, mais simplement, il ne faut pas dire que les gens qui souffrent d'acouphènes ne doivent surtout pas se mettre un casque sur les oreilles, parce que lui, je suis désolée, il en a besoin. Oui, mais là, c'est déjà, mais faut pas confondre déjà Ménière et acouphène. C'est lié. Généralement, les gens ne savent pas qu'ils ont Ménière parce que c'est pas forcément lié. Il y a des gens qui ont donc le Ménière et qui n'ont pas d'acouphène. Oui. Ça on le rencontre assez souvent quand même. En fait, il y a plus de personnes qui ont des acouphènes que le phénomène du Ménière, quoi. C'est vrai, je suis peut-être un petit peu véhémente, excusez-moi, mais c'est vrai que... Oui, Nathalie ? Oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Je suis véhémente parce que je me dis zut, quoi. Et pourquoi lui, zut ? Il a besoin de... zut parce qu'il est malade, zut parce qu'il est pas bien, et puis que... Mais est-ce que vous avez des centres d'ORL là où mais ça peut se soigner, la maladie de Ménière. Il y a quand même des traitements par rapport à ça. On a un centre ici à Marseille, c'est tout nouveau. Et on a soulagé beaucoup de gens qui avaient il y a des traitements qui existent pour ça. Les acouphènes, les troubles de l'équilibre. Moi, j'ai fait de la rééducation, je pouvais plus marcher, je titubais. Mais ça, j'ai fait 15 séances, puis ça a été. Mais je vais beaucoup mieux. Oui. Il était soigné, bien sûr qu'il est soigné par un ORL, mais c'est pas évident. Il est majeur, je dirais, il a 24 ans, c'est pas évident non plus de se faire soigner à sa place. Il a un petit peu de mal aussi à accepter sa maladie parce qu'il est jeune. Oui, mais il y a des crises et puis il y a quand même des traitements qui soulagent bien ces troubles. Moi, si vous voulez, d'après ce que je sais, encore une fois, je suis pas médecin, mais on peut mieux traiter le Ménière que les acouphènes actuellement. Parce que nous, on a aussi des personnes. On a d'ailleurs une personne qui s'occupe chez nous, chez France Acouphènes, que du Ménière, donc qui est sur Paris. Lui, on est atteint bien malheureusement aussi, mais je veux dire, ça arrive mieux à se solutionner. Il peut prendre un médicament quand il a des grosses crises. Il a ses petites ampoules sur lui d'ailleurs si ça lui prend dans la rue, vous voyez. Il a un traitement. Je dis pas que c'est facile à vivre, loin s'en faut. Non, bien sûr. Alors, un message encore qui arrive. Janine nous envoie un mail pour dire merci de parler de ce sujet. Moi-même étant atteinte de ce problème, il ne concerne qu'une oreille depuis déjà quelques années. La description de ce phénomène est difficile à faire. En revanche, lorsqu'il y a du bruit, musique, voix, etc., la gêne est moindre. Le pire, c'est le soir pour s'endormir. J'ai perdu une partie de l'audition, nous dit Janine. Je n'ai pas trouvé la raison de ce problème. Pouvez-vous redonner, Jean-François, s'il vous plaît, le nom de l'association et du site ? Janine dit, effectivement, voyez, ça correspond à ce que vous nous disiez, Jean-François, je n'en ai pas encore parlé à mon médecin ni à mes proches. C'est assez difficile de le faire. On a peut-être tendance à s'enfermer avec cela. Donc, pourriez-vous effectivement donner le site de l'association, le nom de l'association ? Alors, si j'ai encore quelques temps pour parler, je pourrais vous dire aussi ce que moi souvent je conseille aux gens, c'est de se diriger vers la médecine douce. C'est-à-dire donc la sophrologie, la relaxation, des choses comme ça, pour en fait, puisqu'il n'existe pas encore de médicaments sur le marché, d'apprendre à vivre, et là c'est un petit peu plus votre domaine, Caroline, peut-être d'apprendre à vivre avec ce problème, et de se faire un petit peu une gymnastique de l'esprit en disant voilà, moi j'ai un voisin qui fait du bruit, et je peux pas déménager. Je suis obligé de cohabiter avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qu'il faut accepter. Et donc avec l'aide, disons, de la sophrologie, tout ce qui est relaxation, toutes ces choses-là, le yoga, des choses qui pour relaxer, on apprend un petit peu à vivre avec ce handicap.
Alors la médecine douce, on a parlé de l'ostéopathie. Qu'est-ce que vous dites le yoga, tout ce qui est travail relaxation, voilà. Acupuncture éventuellement. L'acupuncture, certaines personnes, ça a fait quelques effets. Je sais pas ce que je crois le plus, mais non, mais dites-nous ce oui. à quoi c'est important. Moi, je pense plus à la relaxation. À la relaxation, oui. La relaxation, sophrologie, l'hypnose, des choses comme ça. L'hypnose aussi. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Je pense parce que si vous voulez, il faut travailler avec une personne qui va vous apprendre, à vivre avec, parce que pour l'instant il n'y a pas d'autre choix, quoi. Ouais. Alors, il y a Coco, déjà, voyez, vous parlez de prévention, elle dit du coup je viens de quitter mes oreillettes pour mettre le haut-parleur de ma radio. Elle ajoute bon courage aux personnes concernées. Oui. Il y a Sergio qui s'amuse un peu, qui dit moi ce que je considère comme des acouphènes, c'est la radio d'en face, celle de la rue Bayard. Voilà, parlons de bruit parasite. D'accord, ça c'est marrant. Oui. Sergio qui pensait qu'on était, c'était de l'enregistrer là, l'échange que j'avais avec vous, Jean-François. Il voit que nous sommes en direct puisque je lis son message. Hein, c'est vraiment en direct, vous confirmez? Je le confirme. Voilà. Et puis on va conclure peut-être avec Monique qui est avec nous. Bonsoir Monique. Bonsoir. 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 Donc, c'est vrai que je suis très intéressée par votre discussion car je suis directrice d'un conservatoire de musique. Ah oui. Et nous travaillons beaucoup avec les adolescents. Oui. Et à force de voir ces ados jouer beaucoup de musique très très forte, on a fait tout un travail pour les amener à utiliser des boules caisses, enfin des protections auditives. Oui. Et c'est vrai que la plupart des grands musiciens ou même nos grands élèves se font faire des prothèses auditives. Ça vaut entre 150 et 200 euros. Voilà, c'est vrai que c'est pas donné, oui. Mais c'est sur mesure. Ça filtre vraiment les sons. Oui. Mais c'est l'avenir des enfants. Je crois qu'il y a déjà un travail de prévention à faire au niveau des enfants, de façon à ce qu'ils se retrouvent pas plus tard avec une génération de sourds, quoi. Ouais, on fait aussi nous de la prévention au niveau de l'association. On avait fait la technoparade, pas cette année mais l'année d'avant. Oui, à distribuer des bouchons aux jeunes. Et on avait reçu un très très bon accueil. On a fait la fête de la musique aussi cette année. Je pense que ça devrait être obligatoire à l'entrée de chaque concert de proposer ces petits bouchons là. Pour tout le monde, quoi. C'est très important pour les. On essaye vraiment de faire de la prévention, mais c'est un énorme travail. Hein. Oui, je ne le cache pas non plus. Mais c'est vrai qu'il faut, logiquement, il faudrait commencer par là, quoi. Oui, plus on les prend jeunes, plus on obtient des résultats. Enfin, il paraît. Et ça marche auprès des jeunes adolescents, donc très sincèrement, nous faisons des bosses régulièrement donc avec les adolescents et il y a toujours à disposition des boules caisses de base. Et c'est vrai que nos musiciens ont leur propre boule caisse. Hein. Oui, tout à fait. Donc, et c'est vrai que c'est très important parce que il est arrivé plusieurs fois que avant ça, nos enfants allaient à des concerts et reviennent en disant ouh là là, j'entendais mal en revenant pendant 2-3 jours, quoi. Donc il faut vraiment faire très très attention à toute musique, quelle qu'elle soit. Je crois que c'est toujours trop fort, n'importe comment. Et ça, ce sont des boules caisses bien précises qui sont faites sur mesure et qui filtrent certains sons, donc c'est vraiment très spécialisé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans le milieu du showbiz, beaucoup de personnes ont des acouphènes. Oui, c'est vrai. Notre problème, c'est qu'ils veulent pas trop le dire, parce qu'on aimerait bien avoir un porte-parole qui puisse un petit peu nous aider au niveau de la communication. On essaye, mais c'est pas facile, quoi. Oui, c'est vrai que il y a des associations, il y a Raison au niveau de l'Essonne qui travaille beaucoup là-dessus. Oui. Et qui peut peut-être vous donner des indications là-dessus. Ça s'appelle Raison. Raison. Alors, dans le 91.
D'accord. Voilà. Quelques messages pour conclure. Il y a Lydie aussi qui nous dit « J'ai des acouphènes depuis 45 ans, on ne sait pas à quoi c'est dû. C'est peut-être dû à un choc émotionnel car je suis rentrée d'Algérie sans rien. On m'a dit qu'on ne pouvait rien faire. Je m'endors avec l'interférence d'un poste de radio. J'espère Europe 1. Sinon, je ne peux pas m'endormir. Le médecin m'a dit que j'avais de la chance d'entendre des cigales car certains entendent des locomotives, disent Lydie. Je l'ai entendu, oui. Oh là là, pour s'endormir. Alors, Petite Plume, elle nous dit effectivement par rapport à ces bruits que elle entendait des matchs de foot, des stations de radio, des voix, toujours entre deux sommeils. Et puis, Kat nous dit, j'ai souffert d'acouphènes et de surdité au point de ne plus pouvoir enseigner. Elle a été opérée des osselets d'une greffe de l'oreille interne. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelqu'un nous dit, mon père était atteint d'acouphènes et de dépression, ce qui est assez lié. Il écoutait dans un Walkman 1 heure par jour la radio brouillée pour s'acclimater, je pense. J'ai pas la fin du message. Hein. Oui, parce que ça fait un peu comme des fois un bruit aussi de radio, vous savez, quand c'est pas sur les bonnes ondes, quoi. Ah là, oui, en effet. Ouais, alors, vous voyez, comme ça, c'est pénible. Ah oui, c'est très très pénible. Ouais. Est-ce que vous pourriez, avant que l'on se quitte, Jean-François, donner votre site ou... Bien sûr. Alors, le site de l'association, c'est www.france-acouphènes au pluriel.org. Acouphènes, donc ça s'écrit A-C-O-U-P-H-E-N-E-S. D'accord. .org. Le tiret, c'est milieu. Et puis le numéro Indigo. Donc là, parce que on a des bénévoles sur toute la France qui font des permanences téléphoniques. Et moi, je fais aussi des groupes de parole pour aider les gens. Le numéro Indigo, c'est 0820 222 213. Et donc, dans toute la France, comme je vous le disais, il y a des groupes de parole qui se font pour aider les gens, les sortir un petit peu de la solitude, quoi, en fait. Et alors, les bénévoles qui, les écoutant, là, ont des problèmes d'acouphènes et de surdité, rassurez-moi. On est tous acouphéniques en tant que bénévoles. Et ceux qui vous appellent également, donc ça doit être parfois difficile de s'entendre, non? Vous savez, c'est pas forcément lié à la surdité. Et ceux qui sont, je veux dire, je vous taquine. Sont appareillés, quoi. Oui, je vous taquine. Non, mais je l'avais pris au premier degré. Alors, il y a Hélène qui nous dit, en médecine chinoise, on distingue les acouphènes cigales ou les acouphènes mères qui sont signes de deux déséquilibres différents. Il est possible de les diminuer en agissant sur le déséquilibre. Vous avez entendu parler de ça? Là, j'avoue que non, là, vous voyez. J'ai entendu pas mal de choses. Ouais. Caroline? Oui, Annie? On peut, c'est avec la rééducation. La rééducation. Avec un kinésithérapeute, c'est une rééducation qui dure pendant 1h30 à 2 heures. Oui. Et on peut, moi je vous dis, ça m'a bien aidé. Oui. Voilà, on peut. Mais il faut aller dans un centre spécialisé, comme la clinique que nous avons à Marseille. Maintenant, ils soignent même des acouphènes. D'accord. Oui. Il y a un groupe de médecins ça. qui ils sont plusieurs médecins et qui vous prennent en main. Je peux pas dire que je suis complètement guérie parce que de temps en temps, j'ai encore des cigales dans les oreilles. Mais je pense qu'avec la rééducation, on obtient un très bon résultat. Oui, c'est bien. Vous avez de la chance d'avoir une clinique spécialisée. Oui, c'est depuis 2 ans. Oui. Il y en a à Lille, il y en a aussi sur Paris. Oui. Mais et les rendez-vous sont très longs, il faut au moins 8 mois. Oui. D'attente. Oui, parce qu'il y a, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui ont ce problème et puis il y a une liste d'attente incroyable, quoi. Tout à fait, oui, 8 mois. Sabine nous envoie un mail pour dire: j'ai travaillé 33 ans avec de jeunes enfants, le bruit constant, les cris dans les oreilles quand on prend un enfant dans ses bras pour le consoler et l'apparition d'acouphènes. Je ne peux plus rester dans le silence. J'ai continuellement besoin d'un fond sonore. Merci, me dit-elle, de combler le silence nocturne et de me permettre ainsi de m'endormir. Voilà. Comment lutter contre les acouphènes le soir? Eh bien, vous m'écoutez sur Europe 1. Voilà. Caroline, je dois vous dire que nous sommes intervenus aussi dans les écoles élémentaires pour leur expliquer le bruit, les conséquences des Walkman et de tout. Oui, c'est important. Et je crois que c'est important pour vraiment les enfants dès le
plus jeune oui. âge, quoi. Parce qu'on le voyait avec vous, Nathalie, effectivement, que les jeunes aussi peuvent être atteints d'acouphènes. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François, d'avoir nous avoir permis d'aborder ce sujet. C'est moi, Caroline. Et puis, merci à vous, Annie, Nathalie, et Monique, d'être intervenues à l'antenne, et à tous ceux qui se sont manifestés également par mail. Bon courage. Au revoir. Merci pour votre aide. Au revoir. Au revoir, Caroline. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Lies Free. Des réactions encore au sujet des acouphènes, et où on s'aperçoit que malheureusement vous êtes nombreux à souffrir de ce handicap dont parlait Jean-François. C'est le mot qu'il a employé, et effectivement, vu les symptômes qu'il décrivait, c'est franchement très très invalidant. Alors, il y a Joss qui envoie un petit message au 7 21 21 code de nuit, qui dit: mes amis musiciens sont tous devenus sourds et ne peuvent pas mesurer à quel point leur musique trop forte nous est insupportable. Ben oui, mais s'ils sont sourds, ça se comprend qu'ils jouent de plus en plus fort. Quelqu'un me dit: moi j'entends des bruits de tracteur. Et puis il y a Hervé qui nous envoie lui un mail pour dire j'ai développé un acouphène suite à un électrochoc subi pour régler une arythmie cardiaque. On ne m'a pas mise en garde contre cet effet secondaire qui, a priori, dit Hervé, semble ne pas avoir étonné les médecins que j'ai consultés. Depuis, je vis avec, et comme dit Jean-François, il y a des jours où on l'accepte et d'autres où c'est beaucoup plus difficile. On accueille maintenant Daniel. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Daniel. Je voulais juste faire une toute petite parenthèse oui. Là pour ce qui a été parlé juste avant. Voilà, parce que moi, voilà, je suis non-voyant. Oui. Et puis bon, on le sait toujours, on le sait depuis longtemps que nous sommes, on dit toujours qu'on entend plus que les autres, mais bon, c'est pas parce qu'on n'a plus la vue qu'on entend plus, c'est parce qu'on est plus attentif au bruit qu'il y a autour. Et je voudrais savoir comment on le sait, parce que même moi qui est non-voyant, c'est vrai qu'on quand on est dans le silence complet, on a toujours quelque chose dans son oreille, on entend un bruit, quelque chose, mais voilà, est-ce que là on sait qu'on est acouphène ou pas? Voilà. Faudrait que je pose, comme vous ce soir, Caroline, quand vous allez vous endormir, quand vous allez vous allonger, il faudra faire le silence, puis écouter un petit bruit, quelque chose. Moi, je sais que j'entends quelque chose, mais je peux pas dire si je suis acouphène ou pas, parce que c'est vrai que c'est pas évident, je trouve. C'est vrai que j'écoutais, et puis par moment, je coupais pour écouter si j'entendais quelque chose dans mon oreille. Bon, c'est vrai que j'entends pas de locomotive, j'entends pas de tracteur, j'entends pas de cigale, mais il y a quand même quelque Ni de locomotive. Oui, surtout non, oui, parce que bon, je pense que là, je me poserais des questions parce que j'ai l'impression d'habiter dans une gare, je pense. Ça dépend où vous habitez, effectivement. Oui, voilà, non, mais c'est vrai que c'est... Non, mais ça peut arriver, parfois, ça m'est arrivé à certains moments, où effectivement, dans la situation que vous décrivez, allongée, d'entendre un sifflement, mais heureusement, c'est très ponctuel, et même si c'est ponctuel, c'est très désagréable, je trouve. Ah oui, c'est vrai que c'est l'oreille qui siffle comme ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui doivent être acouphènes tous les jours de la semaine de 23h à 1h du matin. Ah, c'est mignon ça. Oui. J'ai Yves qui m'envoie un mail effectivement qui dit: moi j'ai un acouphène entre 23h et 1h du matin, mais c'est très agréable. Surtout quand on entend la petite phrase: je vous attends. Oui, ce genre d'acouphène là, oui. Oui, mais l'acouphène, normalement, c'est un bruit parasite, alors attention. Si je vous attends devient un bruit parasite, je ne veux pas vous ennuyer. Une voix de femme, ça pourrait être parasite. Ah, tout à fait. Il y a des voix de femmes qui peuvent être très, très désagréables. Hein. Oui. Bon, on va passer à ma petite chose. Donc, je vous ai appelé, j'ai dû, si mes souvenirs sont bons, je crois que ça devait être sûrement au mois de juin. J'avais dû vous appeler. C'était pour une affaire d'une ex-amie à moi qui je fréquentais depuis 2 ans. Et puis on avait décidé de s'installer ensemble, et quand il a fallu s'installer, elle m'a planté, puis moi je suis resté sur l'achat d'une maison.
Oui. Et puis je vous avais dit que je voulais l'emmener au tribunal parce qu'elle m'avait, en fin de compte, fait acheter cette maison, que j'en avais pas du tout besoin. Ah, je me souviens de vous. Voilà. Oui. Donc, je me suis dépatouillé dans tous les sens parce que pour essayer de m'en sortir. Bon, la deuxième maison, ça y est, elle est louée maintenant depuis maintenant 7 mois. Donc, ça, cette petite histoire-là, on n'en parle plus. L'autre, bon, j'habite dedans maintenant. Bon, maintenant, faut que je m'y fasse, voilà. Mais bon, voilà. Et le petit problème qu'il y avait eu avec sa fille, je sais pas si vous vous rappelez, il y a le petit ami de cette femme à l'époque. À l'époque, peut-être qu'elle est encore avec, parce que là, j'ai plus du tout aucune nouvelle de personne. Je vous avais appelé parce qu'il l'avait frappé sous l'alcool, l'effet de la drogue. Puis c'est elle qui m'avait appelé au secours. Et puis je savais pas quoi trop faire parce que vous m'aviez dit si je vends la mèche, tout peut se retourner contre moi au niveau des sentiments de la petite qu'elle avait envers moi, de l'amitié et tout ça. Et puis c'est vrai que ça m'a beaucoup travaillé. Et oui. La chose que j'ai fait, comme son papa n'était pas au courant, son vrai papa, donc oui. je l'ai appelé, je l'ai mis au courant. Je lui dis c'était juste pour la protéger. Alors il m'a remercié parce qu'il avait trouvé ce que j'avais fait c'était bien. Bon je dis maintenant moi j'ai plus rien à faire, c'est vous faites ce que vous voulez vu que vous êtes le papa quoi. Oui. Une fois qu'il était au courant, la petite elle m'a rappelé. Mais j'ai passé par toutes les insultes du monde qu'elle voulait plus me voir, que ça a été terminé. Depuis ce jour-là, je n'ai plus eu de contact avec eux, je l'ai plus au téléphone, plus rien. Mais j'ai eu sa sœur entre-temps qui est venue me voir, on en a parlé. Elle m'a dit qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit moi je fais plus rien. Je dis moi je laisse tomber, c'est terminé, je fais une croix sur tout le monde et je veux plus entendre parler de personne parce que j'ai trouvé que j'ai fait mon travail et puis en fin de compte comme on dit de bon citoyen parce que j'y serait arrivé quelque chose, me serait peut-être reproché toute ma vie de pas avoir bougé le petit doigt. Alors je dis maintenant et puis de ce jour-là, vous voyez, maintenant, j'ai plus de nouvelles de personne, je sais plus ce qui se passe ou quoi que ce soit. Comme on dit, quand il se passe comme ça, on dit on tourne la page. Mais ça me trotte toujours dans la tête quand même, oui. Qu'est-ce qui vous trotte dans la tête? Ce truc-là, ça m'embête parce que je peux vous dire, de plus d'avoir de nouvelles parce que franchement, j'y tenais quand même j'y tenais à ces petites poupées. Elle vit avec sa mère, cette jeune fille. Elle a ses 2 filles avec elle. Mais c'est ce que je vous avais dit, c'est-à-dire c'était une position difficile dans laquelle elle vous mettait, dans la mesure où elle vous disait à vous ce qui était censé se passer avec son beau-père et pas à sa mère ni à son père. Donc, or vous étiez séparés de la mère. Donc en même temps, elle vous révélait son beau-père l'a violentée, et puis vous deviez faire avec ça, mais ne pas intervenir. Donc c'est pour ça que je vous avais dit, partant de cette confidence, vous ne pouviez pas rester là sans rien faire. Donc vous avez bien réagi en contactant son père pour que lui puisse intervenir, puisqu'avec la mère, de toute façon, il n'y aurait pas eu d'effet. Elle vous aurait dit que c'était peut-être par vengeance, parce que vous ne supportiez pas le beau-père. Enfin bon, donc ce qu'on peut supposer, c'est que le père a contacté la mère et puis que ça a fait un peu un scandale, que ça s'est retourné, la mère n'a pas apprécié, elle a dû demander comment il avait su, et voilà, votre nom a été mentionné, donc la jeune fille a dû se sentir mal à l'aise et finalement, devant la mère, vous a chargé. Vous voyez, dit, mais non, il raconte n'importe quoi, j'ai jamais dit ça. Bon, dans les faits, de 2 choses l'une, soit elle a exagéré la situation, et après tout, dans un sens, il vaut mieux qu'il y ait plus de peur que de mal, soit il y avait réellement des problèmes de violence avec ce beau-père, et dans ces cas-là, de toute façon, c'est important que le père soit informé pour que cette jeune fille soit protégée. Surtout que j'ai pas exagéré envers son papa du tout, parce que son papa, je lui ai expliqué qu'elle m'avait envoyé des textos
pour ce qui s'était passé. Elle m'a dit, vous les avez toujours, les textos? J'ai fait oui. Alors, le truc que j'ai fait, les textos qu'elle m'avait envoyés sur mon téléphone, je lui ai renvoyé à lui pour bien confirmer ce que j'avais dit. Voilà, comme ça, j'en ai pas rajouté, j'ai pas dit qu'il s'était passé plus. Oui, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être accusé de manipulation ou de quoi que ce soit. Il a vu que c'était réellement des textos envoyés par sa fille. Ah bah oui, ça, tout le Mais après, si vous voulez, dans la mesure où cette jeune fille vit chez sa mère et avec le beau-père, bon, on ne sait pas ce qui a pu se passer réellement, soit elle a exagéré, soit c'était la réalité. Écoutez, vous avez fait ce que vous aviez à faire, Daniel, hein. Bah oui, voilà. Mais c'est vrai que de temps en temps, là, vous voyez, aujourd'hui, j'y ai pensé. Je sais pas pourquoi, parce que je vois pas, il n'y a pas de date précise, quoi que ce soit. Je sais pas, aujourd'hui, ça m'a trotté dans la tête. Voilà. Hier aussi, vous voyez, hier, un petit peu plus hier qu'aujourd'hui. Mais bon, ça m'a encore passé dans l'esprit, ce truc-là. Voilà, ça m'embête, parce que je sais pas pourquoi. Peut-être que... Je sais pas. Là, parce que vous étiez attaché à elle, donc... Bah oui, donc c'est difficile de ne plus avoir de ces nouvelles, mais elle ne peut pas vraiment vous en donner dans la mesure où elle est encore très dépendante de sa mère. C'est avec elle qu'elle vit. Ah bah oui, ça. Donc c'est difficile de maintenir un lien avec l'ancien compagnon de sa mère. Vous voyez? Et vous trouvez que c'est bien que j'ai coupé même les ponts avec l'autre sœur qui a rien à voir là-dedans, tout. J'ai tout coupé les ponts, je veux plus attendre pas de personnes. J'ai même pensé changer mon téléphone en 2010, là, de changer tous mes téléphones pour vraiment qu'il n'y ait plus rien du tout qui se passe. Je pense que c'est mieux parce que c'est compliqué dans la mesure où avoir des liens avec elle, c'est quand même avec ces deux jeunes filles, c'est quand même d'une certaine façon maintenir un lien avec leur mère. Bah oui, donc il vaut mieux que vous fassiez table rase. Ouais, voilà, comme ça. Donc, oui. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Et puis, bon, pour le reste, je me débrouille pour les maisons maintenant. Voilà, pour la maison, vous l'avez mise en vente? Ah non, je l'ai mise en location, elle est louée, tout. Puis voilà, comme ça, j'ai plus le problème qui me tombait dessus, mais bon, voilà, c'est... Ça se met en place, voilà. Ça se met en place, bon. Voilà. C'est important. Mais une petite chose, quand je vous avais lancé l'appel à l'époque, vous vous rappelez que je voulais porter plainte. Oui, tout à fait. Et entre-temps après je vous ai téléphoné, j'ai rencontré, mais bon, c'était pas dans le sens de votre émission, mais c'est parce que ça s'est passé comme ça. J'ai rencontré une personne qui travaille dans un tribunal et qui se trouve être un juge. Voilà, c'est la maman d'un ami à mon fils, et je l'ai croisé donc un jour avec son fils dans la rue avec mon fils, et puis j'en ai parlé. Et elle m'avait dit, j'étais tout à fait dans mes droits de porter plainte, et elle m'a dit, avec un bon dossier, vous auriez pu gagner. Ça aurait été long, mais vous auriez pu gagner. Alors c'est pour... Bon, maintenant, je veux pas remuer le couteau, c'est fait. Je vais pas aller l'embêter avec ça, mais c'est vrai que... Ah bon, le juge qui s'occupait de ce... c'était dans son domaine de compétence, vous disiez, parce que je me souviens qu'il y avait, je crois que c'était une magistrate qui était intervenue ce soir-là à l'antenne, hein, je pense, qui vous avait déconseillé, elle, de porter plainte, oui. Le juge, elle m'a dit, en montant un bon dossier, mais surtout, il m'a dit, faut que le dossier tienne debout, parce que oui, c'est ça, faut pas se ramener avec n'importe quoi. Mais il m'a dit, on peut, parce que maintenant, c'est vrai qu'il se passe tellement de choses en fin de compte dans la vie que c'est facile de tromper quelqu'un. Oui, mais vous savez, Daniel, regardez, avec le temps, finalement, peut-être ça vous semble moins prioritaire. Vous semblez moins, moins en colère, moins... Ah oui, au niveau de ça, mais je suis le seul, en fin de compte, la qui me touche le plus, c'est que quand la petite, elle m'a appelé, puis qu'elle a pleuré au téléphone, et puis qu'elle m'a dit toutes les choses. Oui, je vois. Ça me fait encore plus mal, ça, que ma maison, quoi que ce soit. J'entends ça, oui, vous êtes plus dans l'affectif, là, que dans la colère. C'est plus la situation des enfants. Matériel, bon, on s'en fout, comme on dit, mais là, les sentiments, non, ça passe. Parce que ça veut dire que d'une certaine façon, vous êtes dans le détachement vis-à-vis de cette femme.
Ah bah oui, là maintenant c'est... Donc vous voyez, alors que si vous aviez un dossier en cours, il faudrait vous battre, il faudrait, c'est de l'énergie, du temps, de dépenser, de l'argent aussi. Bah oui, et puis tout ça, autant de temps, d'énergie et d'argent que finalement vous pouvez mettre à disposition pour aller de l'avant, pour l'avenir. Bah voilà, c'est alors ce que que là, je vous fais seriez encore tourné voilà, dans le passé, dans cette relation. Voilà, c'est pour ça qu'en ce moment, c'est ce que je fais. J'ai un fils, donc je pense à lui. Maintenant qu'il a trouvé du travail depuis le mois d'août, donc il travaille. Alors maintenant, comme on dit, ça donne du baume au cœur. Voilà, je pense. Voilà. Entre-temps, votre état d'esprit a évolué. Ouais. Oui, il a évolué, mais c'est sentimental. Ça, j'arrive pas à décoller. Voilà. À décoller, c'est-à-dire à envisager une nouvelle relation? Si, je pourrais, mais c'est bête parce que à mon âge, on ne devrait pas, je sais pas, il y a peut-être pas d'âge, mais... Quel âge avez-vous? Bon, j'ai 51 ans. Voilà. Mais c'est pas vieux. C'est vrai que j'ai croisé croisé façon de parler, une personne, et puis elle me tente, mais j'ose même pas faire un millimètre de pas vers elle, même un mot, quelque chose. J'ose même pas. Combien de fois je me dis tiens, je vais l'appeler, puis je vais l'appeler pour lui aller boire quelque chose quelque part avec ou quoi que ce soit. Puis quand je l'ai au téléphone, c'est même plus la peine. Ah oui, parce que justement, elle vous intimide trop presque. Ah oui, c'est même pas trop, c'est carrément. Je peux blaguer avec elle, des choses comme ça, mais dès que c'est pour le moment de lui dire, non, stop, c'est terminé. Je sais pas, j'ai tellement peur, je sais pas pourquoi. Déjà, le fait d'avoir un peu plaisanté avec elle, c'est une façon de créer du lien. Et puis après, vous pouvez dire, puisque on commence je vous apprécie et j'aimerais bien pouvoir prendre un verre un jour avec vous, si ça vous tente, si vous êtes disponible, si vous êtes, vous voyez. Ah oui, mais ça non. Pourquoi? Je peux pas. Bon, moi je pense que vous pouvez. Ah ouais, mais je sais pas. Je sais pas, pour l'instant, vous ne pouvez pas. Ah non, vous voyez, pourtant, je l'ai vu, pas cette semaine, la semaine dernière, elle était face à moi, voilà. Et ça peut être, non. À un moment, le désir va être plus fort que vos craintes. Et puis, vous allez finir par vous lancer, je pense. Oui, j'espère. Oui. Vous me raconterez. D'accord. Allez, il faut savoir oser de temps en temps, avant qu'un autre ne le fasse à votre place. D'accord. Au revoir, Daniel. Je vous remercie beaucoup, puis bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Ensemble et en direct jusqu'à 1h. Je vous invite à composer le 39 21 pour nous parler de vous en toute liberté. Vous pouvez également envoyer tous vos messages au 7 21 21 code nuit. Merci infiniment pour tous vos vœux d'anniversaire. Je suis très touchée par toutes vos marques d'affection. Merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. Des messages qui arrivent également encore au sujet des acouphènes. Il y a Thérèse qui dit « Je souffre d'acouphènes et le chant m'a bien aidé à me détendre et ça m'a même permis de complètement les oublier. » Il y a Joanne
qui est en Avignon et qui également souffre d'acouphènes depuis 2000. C'était le bruit d'un moteur de mobilette. Joanne qui dit, j'ai même pensé au suicide. Le soir, je ne m'endors qu'avec une radio en sourdine. Ça s'est atténué un peu, mais j'ai toujours la crainte que ce bruit infernal recommence. Alors, merci beaucoup à Jean-François d'en avoir parlé. Joanne qui dit qu'elle écoute toujours l'émission avec autant de plaisir et dit, je commence à connaître nos joyeux lurons, Sergio, Coco. Je suis souvent seule le soir malgré mon métier. Elle est infirmière, bien prenant. Mais elle dit, j'ai l'impression le soir de retrouver une petite famille. Alors j'embrasse fort tous les auditeurs et auditrices. Adrien lui dit, je suis allée en boîte de nuit samedi soir dernier. Pendant plus de 2 heures, en revenant, j'avais des sifflements dans les oreilles. Annie dit, depuis le décès de mon mari, j'ai été atteinte de bourdonnement d'oreilles. Nous avons un centre à Marseille sur les acouphènes. Je suis en rééducation et mes acouphènes ont été atténués. Alain dit finalement qu'il a 37 ans, qu'il souffre d'acouphènes avec hyperacousie depuis plus de 4 ans et il dit, ma vie est devenue une telle torture que cela m'a régulièrement amené à des pulsions suicidaires, menant de fil en aiguille dans l'épuisement d'un repos qu'on ne peut plus avoir, à une situation de santé dégradée à l'extrême. Donc peut-être pour dire, rappeler l'association 3w.france-acouphènes.org. Contactez-les, allez voir leur site, il y a des numéros d'écoute, des groupes de parole, vous aurez toutes les dernières informations, il y a des centres, il y a cette clinique à Marseille, Jean-François nous parlait des médecines douces qui peuvent aussi finalement non pas guérir définitivement mais atténuer tout au moins, il parlait de relaxation, de sophrologie, des auditeurs ont parlé d'ostéopathie aussi, donc qui pourrait au moins atténuer comme ça ces bruits parasites. Donc ça vaut le coup quand même d'aller sur le site de France Acouphènes pour ne pas rester déjà isolé. Et puis nous allons accueillir maintenant Fabienne. Bonsoir Fabienne. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bon anniversaire alors, c'est votre anniversaire. Merci beaucoup Fabienne, merci. Je viens vers vous parce que je pense que j'ai un grand besoin de parler. Je suis une jeune mariée, je me suis mariée tard, à 33 ans, parce que j'attendais la bonne personne. Et cette bonne personne, elle est rentrée dans ma vie, tel un soleil, tel un ange. Et il faut savoir que j'ai rencontré sur Internet. Et on ne s'est plus tout de suite, on a très rapidement habité ensemble. Il m'a demandé très rapidement en mariage, au bout de 15 jours, en faisant les choses de manière très romantique, avec plein de roses dans l'appartement, ce genre de choses. Enfin, bref. Oui. Quelqu'un de très spirituel aussi, c'est ce qui m'avait surtout séduit chez lui, en fait. C'était sa spiritualité, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui avait beaucoup de projets. Et voilà, il me faisait aller de l'avant, donc très vite on a décidé de se marier. Et à partir du moment où j'ai dit oui, il s'est mis en tête de chercher une maison à acheter. Et non pas, enfin, moi je pensais que c'était un foyer, un futur foyer pour nous, nos enfants, un nid quoi. Et en fait non, c'était plutôt pour faire de la rénovation, retaper, revendre, faire une plus-value, faire de la spéculation quoi. Donc un peu déçue, mais tous les week-ends nous recherchons la maison à acheter et puis on la trouve. Et à partir du jour où on se marie, donc on fait un très très beau mariage. Nos familles s'entendent très très bien. J'ai des beaux-parents formidables. Mes parents adorent mon mari. Il faut savoir qu'il est un petit peu plus jeune que moi, mais pas de beaucoup, 3 ans. Voilà, ça se passe très bien pendant 1 an. Et à partir du moment où on est mariés, et à partir du moment où il a cette maison, bien, c'est fini, il n'existe plus. Et depuis 1 an, depuis 15 mois que les travaux ont commencé dans cette maison, je n'existe plus, je ne suis plus sa priorité. Donc pendant 15 mois, bien, on a vécu au rythme du chantier, avec le travail à côté. Donc le chantier, les week-ends, les dimanches, les jours fériés, le 25 décembre, le 1er janvier, les anniversaires, les week-ends, les vacances, tout. Et puis j'attendais donc avec impatience les vacances de cet été. Oui. Et puis après une petite dispute
anodine. Il est parti pendant 1 mois. Il a quitté notre domicile. Il est parti se réfugier chez sa grand-mère. Pendant 1 mois, il a été très difficile de le contacter. Il voulait plus de contact avec moi. Et puis finalement, un petit peu sous la menace, je lui ai demandé de revenir, puisque quand même il a abandonné le domicile conjugal. Et puis il est revenu. Et il m'a annoncé qu'il ne souhaitait pas être père. Et qu'il ne voulait plus d'enfants, en fait. Alors qu'il vous avait parlé de projet de fonder une famille ? Oui, bien sûr, puisqu'on s'est mariés religieusement, donc on a eu le temps d'en parler, puisqu'on a fait une préparation religieuse qui a duré 3 mois. Et évidemment, moi, quand j'ai rencontré, en plus, j'étais en projet presque j'avais 32 ans, je me disais, je vais peut-être même adopter toute seule, je sais pas, faire une fécondation in vitro. Pour moi, c'était impératif d'être maman, d'élever un enfant. Oui, donc vous lui aviez parlé tout de suite de votre désir de maternité, d'enfant. Ouais. Voilà, je lui ai dit ok pour le mariage, mais moi, voilà, ma vision du projet de vie, c'est se marier, avoir des enfants, être heureux, les élever, avoir des projets communs, mais ça passe par des enfants. Il m'avait dit, bah, évidemment, enfin, je te demanderais pas de te marier avec moi s'il n'y avait pas le projet d'une famille. Ça donne un sens à la vie, c'est évident. Et donc, quand il est revenu, il y a 1 mois, ça a été un choc pour moi qu'il m'apprenne ça, parce que, en gros, il me demandait de choisir, quoi. En gros, c'était, bah voilà, c'est comme ça. Je ne savais pas avant, je viens de le découvrir. Il faut savoir que depuis 6 mois, en fait, il n'y avait plus de rapport sexuel quasiment. Mais comment un tel revirement de situation a pu survenir? Comment parce que il y a même pas 1 an que vous êtes mariés. Ouais, c'est ça qui est complètement fou dans cette Qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré quelqu'un? Non, parce que non. Mon père s'est beaucoup investi auprès de lui, sur ce chantier. Et c'est vrai qu'entre son travail de responsable de magasin et puis à côté de ça, le chantier, il y était tout le temps et je pouvais passer à l'improviste, il y était. Il était toujours joignable. Il y avait pas. Pour moi, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Physiquement, c'était pas possible. Moi, il me disait ne plus avoir de rapport. Non, mais cet arrêt des rapports sexuels, il vous disait quoi? Alors, il disait, je suis épuisée, fatiguée. C'est vrai qu'il rentrait et il s'endormait tout de suite, en fait. Oui. À peine, parce qu'il travaillait beaucoup entre son travail et le chantier pour la maison. Mais oui, donc il y avait une explication finalement. Il y avait une explication physique et morale, un épuisement. Donc moi j'ai mis ça là-dessus. Je me suis dit bon, ok, il est fatigué. Et puis il me disait t'inquiète pas, après le chantier, tout ce qu'on n'a pas fait, on pourra le faire, on aura les moyens de le faire, on pourra partir en vacances, faire un enfant. Et moi pendant toute la période pendant la dernière année, là, pendant le mariage, en fait, j'étais sous un traitement anti-acnéique qui m'empêchait de tomber enceinte puisque j'avais une contraception obligatoire. Oui, bien sûr. Oui. Et à partir du moment où ce traitement s'est terminé, où j'aurais pu arrêter la contraception et envisager un enfant, à partir de là, en fait, le mois d'avril, il m'a quasiment plus touchée. C'est-à-dire que déjà, on avait très peu de relations. On avait peut-être une fois tous les 2-3 mois. Et là, quasiment, pendant les 6 derniers mois de notre mariage, il m'a quasiment plus touchée. Oui, c'est-à-dire au moment où ça devenait possible, vous arrêtez votre traitement. Là, il évite toute sexualité avec vous. Évidemment. Et alors, je dirais plus loin dans la démarche, c'est que là, maintenant, donc il est resté 1 mois. Et puis, il a profité d'une journée où j'étais partie pour déménager ses affaires. Et il m'a laissé une lettre terrible dans laquelle il me laisse juste les coordonnées de son avocate et en me remerciant de la contacter au plus vite. Il n'y a que ça dans cette lettre? Non, il m'accuse d'adultère aussi. Ce qui n'est évidemment pas le cas puisque j'aime mon mari. Donc, il vous accuse d'adultère? Ouais. Bah oui. Alors, c'est drôle parce qu'il y a cette sorte d'impuissance. Il y a ce refus de la paternité et puis il y a cette accusation d'adultère qui est terrible. Alors il s'est servi, en fait, quand il est revenu à la maison, je pense qu'il est revenu peut-être sur les conseils de son avocate, il est revenu 1 mois, je pense qu'il a dû réintégrer le domicile conjugal parce que sinon c'était un petit peu, il se mettait en tort vis-à-vis de moi. Il m'avance un argument terrible où il me dit je ne veux plus être père, je ne veux pas d'enfant, ça ne m'intéresse pas. Donc moi je dis bon, c'est le surmenage, je m'adresse auprès de professionnels, je vais voir des conseillers, je vais voir même le prêtre qui nous a mariés, je m'adresse
à tout le monde parce que je suis un peu en désespoir, en désarroi. Je m'adresse à des amis aussi, mariés, pas mariés, avec des enfants, sans enfants. Et en fait, il va se servir de certains messages de soutien pour faire passer ça un petit peu pour une liaison un petit peu ambiguë. Voilà. Il va prendre des textos dans mon portable. Il va prendre des textos qui sont complètement hors contexte et puis dire sans que je puisse me justifier ni même l'expliquer, puisqu'il est parti comme ça. De toute façon, ce n'est plus une faute. Donc, il paraît que c'est plus une faute, mais enfin bon, j'ai rien à me reprocher. Donc, mais bon, vous étiez terriblement amoureuse, donc peut-être aveuglée par cet homme, ne sachant pas qui il était. Votre entourage, que ce soit familial ou amical, quelle vision avait-il de cet homme? Parce que complètement bluffé aussi. Bluffé, c'est étonnant déjà le mot bluffé, oui. Oui, bluffé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est courageux, tu te rends compte? Il bosse comme un fou pour vous, pour votre avenir. Il est hyper courageux. Mon père avait entrepris des liens absolument presque filiales avec lui. Il adorait mon mari. C'était incroyable. Il voyait un peu comme son fils en lui. Et il avait vraiment établi des liens proches. Et toute ma famille l'adorait et me disait « Tu as beaucoup de chance d'avoir un mari comme celui-ci ». Et c'est vrai, moi j'étais très fière de lui aussi. Et puis, s'il y a eu cette distance physique, morale, jamais un compliment, jamais un regard, jamais un mot doux, jamais un... Mais qui est arrivé brutalement. Progressivement, on va dire, du jour où en fait j'ai envie de dire presque le lendemain de notre mariage en fait. Dès le lendemain de notre mariage, il ne s'est plus consacré qu'à cette maison qui a pour... Il y avait une différence de situation sociale entre vous? Pas du tout. On avait le même salaire. Sur le plan familial? Pas du tout. On avait exactement les mêmes histoires, c'est-à-dire des parents divorcés. On a été élevés chacun par notre beau-père. On a exactement la même histoire. Il avait besoin de vous pour acheter cette maison? Voilà, on y vient. Je pense que dans cette histoire, je n'ai été qu'un co-acheteur, effectivement. Et depuis 6 mois, je me disais, c'est marrant, je suis sûre que la maison finit. Oui, enfin, de là à se marier avec vous... Oui, c'est grave, parce qu'il y a quand même un engagement moral, un engagement spirituel. Oui, il est allé quand même très loin. Il est allé très loin, ouais. Il n'était pas obligé de se marier. Non, il n'était pas obligé de se marier, ça aurait été beaucoup moins compliqué, puisque là, maintenant, on est obligé de passer par des avocats pour se parler. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Moi, je dors plus la nuit, j'ai des angoisses terribles. J'ai 34 ans, j'ai l'impression je repars à zéro, quoi. Retour à la case départ et sans pouvoir avoir d'explication en vérité. Et j'ai vraiment le sentiment d'avoir été manipulée par quelqu'un qui avait besoin d'un co-acheteur pour accéder il semblerait, oui, à la propriété, en fait. Et maintenant qu'il n'a plus besoin de moi, que la maison se termine, eh bien, voilà, c'est le divorce. Sans aucun motif, aussi, alors en essayant d'essayer. Oui, enfin, cette maison, vous pouvez la vendre, donc finalement. Bah, bien sûr, on va être obligé. Oui, bien sûr. Donc, quel intérêt pour lui dans l'histoire? Je ne sais pas. C'est là où ça ne tient pas non plus. Obtenir un crédit, je pense. Oui, mais pourquoi se serait-il autant investi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous voyez, là aussi, il y a des choses qui ne tiennent pas. Vous avez pu parler, vous dites que vous appréciez beaucoup ses parents. Vous avez pu parler un petit peu avec eux pour eux pourraient vous donner peut-être certaines clés pour expliquer le comportement. Il m'a demandé de plus être en contact avec eux. Oui, enfin, il vous l'a demandé, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre, étant donné la façon dont il se comporte avec vous. Vous n'avez pas de compte à lui rendre. Quand il est parti pendant 1 mois, la première fois, j'étais en contact quasi quotidien avec sa maman, elle était un petit peu désemparée aussi, et qui essayait de me soutenir. Moi, j'étais en sanglots, je pleurais beaucoup. Oui, elle-même ne comprenait pas. Non, elle comprenait pas, non. Elle me disait, cette maison est en train de pourrir votre couple. Elle était vraiment interloquée, sans réponse, en fait. Malheureusement, elle pouvait pas trop m'aider, puisqu'elle ne comprenait plus l'attitude et le comportement de son fils, en fait. Quelqu'un qui avait été très chaleureux, très gentil, m'a beaucoup soutenu à un moment de ma vie, et puis d'un seul coup très distant, très froid, inaccessible, quoi, très dur. Là, j'ose même plus rentrer en contact avec eux parce que d'abord je veux pas les déranger, et puis voilà, j'essaie de respecter
respecter ses choix. Mais c'est vrai que j'ai écrit un courrier quand même à mes parents. Vous n'avez pas vraiment à respecter les choix de qui, de votre. De mon mari. Non, vous n'avez ne soyez pas si scrupuleuse parce que étant donné qu'il ne manifeste aucun respect vis-à-vis de vous, il faut que vous pensiez à vous avant tout. Alors maintenant, en fait, le problème, c'est qu'il veut un divorce à l'amiable, et c'est vrai que moi j'ai un petit peu de mal à l'encaisser. C'est pas possible étant donné la façon dont il se comporte. C'est une trahison, pour moi c'est une trahison émotionnelle, et pour guérir il va falloir que quelqu'un lui dise il faut assumer ses actes, c'est-à-dire que vous êtes engagé auprès de cette demoiselle pour fonder une famille, un foyer, vous avez même écrit un consentement mutuel religieux où vous engagez à fonder un foyer, c'est une trahison, on peut pas... Enfin, moi, je pense que pour guérir, je vais avoir besoin quand même peut-être un juge ou un avocat lui dise, mais on peut pas faire ça comme ça. Non, on peut pas. Non, bien sûr. À la légère. On peut pas, quand on se comporte de la sorte, parler de séparation à l'amiable. Il a été, c'est très violent ce qu'il vous fait subir. C'est surtout inattendu. Mais en plus, tout est plein de contradictions, puisqu'il vous accuse d'adultère, et il veut un divorce à l'amiable, enfin, vous voyez, c'est n'importe quoi. Oui, c'est parce qu'il n'a pas d'argument contre, cet adultère, il ne peut pas le prouver. Non, puisqu'il n'y en a pas déjà, donc, donc c'est un peu léger. Donc on pourrait se demander quand même si lui, de son côté, n'a pas rencontré, s'il ne vous accuse pas, s'il ne vous reproche pas ce que lui fait. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'a pas rencontré quelqu'un d'autre pour que ça soit aussi subite. Bien sûr. Maintenant, il joue un petit peu au niveau de... Il me laisse pas le choix, c'est-à-dire que comme il sait que j'ai des sentiments pour lui, c'est horrible, parce qu'il manipule en me disant écoute, si en gros t'es gentil, t'es sage et tu acceptes le divorce à l'amiable, il y aura peut-être moyen qu'on se retrouve après le divorce. C'est pas possible, vu... il y a trop de... Il y a quelque chose... vous êtes trop blessé, là, trop meurtri. On peut pas se comporter comme ça et après revenir... vous voyez, c'est difficile de faire une marche arrière. Ce cas de figure, en fait, c'est-à-dire que ses parents ils se sont mariés, et puis ils ont divorcé, puis se sont remariés quelques années plus tard. Oui, mais pas au bout d'un an. Ils n'ont pas divorcé au bout d'un an. Non, bien sûr, au bout de 17 ans, quelque chose comme ça. Donc, oui, mais ça c'est différent. Chaque couple, chaque histoire est différente. Mais là, il manipule un petit peu en me disant, tu vois. Peut-être que c'est un mal pour un bien, parce qu'on peut chacun faire un travail de notre côté, puis qui sait, peut-être que dans l'avenir, on se retrouvera. Un travail, qu'est-ce qu'il entend par là? Je ne sais pas ce qu'il entend. Puisque moi, je lui ai proposé d'aller voir un conseiller conjugal. Du coup, j'y suis allée seule, parce qu'il a refusé d'y aller. Je lui ai demandé de venir voir peut-être quelqu'un qui pourrait nous aider à la fois dans notre vie de vie sexuelle, vie morale. Et il a toujours refusé. Il m'a dit, mais moi, j'ai pas de problème. Et puis, je veux pas qu'on me fasse changer d'avis sur le fait que je ne souhaite pas d'enfant, souhaite plus d'enfant. Donc, il m'a laissé me dépatouiller toute seule, en fait, face à cette annonce. Oui, non, mais il ne peut pas d'un côté se comporter avec une telle brutalité, et puis de l'autre, vous laisser espérer en vous disant on va se retrouver, peut-être qu'on se retrouvera plus tard. Oui, c'est exactement parce que ça. Là il est très très violent, très brutal avec vous, il se comporte très mal. C'est un peu de la manipulation, je pense, depuis le début, en fait. Ou alors. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Enfin, il y a une ou peut-être une immaturité totale. Que représentait cette maison pour lui? Alors vous avez le sentiment d'être utilisé, peut-être. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qu'il rejoue, ou est-ce qu'il est effectivement manipulateur sur toute la ligne. C'est vrai que tout a été très vite dans cette histoire, et qu'au fond vous vous êtes marié avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas bien, qui semble être extrêmement séduisant, parce que je retiens quand même l'expression que vous avez utilisée quand je vous demandais ce que pensait un peu votre entourage, pour essayer d'avoir un peu de recul, puisque vous, quand on est amoureux, on n'en a pas, hein, vous. Mais parfois, justement, la famille, les amis voient l'autre un peu plus tel qu'il est.
Mais vous me dites, ils étaient tous bluffés. Donc, il semble, c'est quelqu'un qui semble avoir beaucoup de séduction. Déjà, c'est vrai qu'il est très beau, et puis il sait où il va. Et oui, il faisait l'unanimité auprès de mes amis, de ma famille, et toutes mes copines me disaient qu'est-ce que t'as comme chance d'avoir un mari comme lui. C'est vraiment. J'avais l'impression, moi, je l'appelais. C'était comme un ange qui arrivait dans ma vie, parce que vraiment, il était. Enfin voilà, c'était vraiment une belle rencontre. Et puis d'un seul coup, de voir un étranger comme ça surgir, c'est extrêmement troublant. Et là, je suis complètement désemparée. Et il va falloir que je me défende, que je me batte, alors que j'ai encore beaucoup de sentiments pour lui. Et il ne veut plus communiquer avec moi. Il se soucie même pas de savoir dans quel état je suis, comment je vais. Il ne prend même pas de mes nouvelles. Il me dit, moi, je n'ai absolument rien à me reprocher, tu ne me feras pas culpabiliser. Voilà, c'est les messages qu'il m'envoie quand j'essaie d'entrer en contact avec lui. Alors, je reçois un SMS là de Michel, qui est avocat, qui dit divorce intox systématique, preuve à passer, mais la liberté n'a pas de prix. Faites un divorce à l'amiable avec 2 avocats, il n'y a aucune influence financière. Je comprends pas très bien parce que c'est. Alors en fait effectivement il vaut mieux prendre 2 avocates. C'est-à-dire que moi quand j'ai pris contact avec son avocate, je lui ai dit écoutez moi je suis jeune mariée, je suis complètement stupéfaite, je suis sous le coup, je suis très étonnée. Son avocate a été très froide, elle m'a dit écoutez vous êtes sous le coup, voilà il ira jusqu'au bout, la décision est prise, c'est irrévocable, donc maintenant vous n'avez pas le choix. Je lui dis mais moi je viens de me marier, je n'ai pas l'intention de divorcer, il faut se battre quoi. Il refuse le dialogue et elle m'a dit écoutez au vu des éléments que votre mari a collectés contre vous, de toute façon, il vaut mieux que vous fassiez profil bas et que vous acceptiez le divorce, à l'amiable. Et votre avocat vous a conseillé cela? Alors, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais prendre une autre avocate parce que celle-ci était particulièrement froide et puis tout de suite en faveur de mon mari. Il faut qu'elle défende bien vos droits quand même. Voilà, je voulais aussi être défendue, donc demain j'ai rendez-vous avec. C'est le premier rendez-vous que je vais avoir avec mon avocate et je vais. Bon, alors il y a Violaine qui dit ce garçon a peut-être voulu un statut, marié puis divorcé. Oui. A-t-il voulu cacher d'autres goûts sexuels? Oui, alors tout le monde m'en parle de ça. C'est drôle que Violaine dise ça parce que c'est incroyable, des gens de tout âge, même une mamie m'a dit la même chose, m'a dit mais est-ce qu'il veut pas. En fait son argument pour divorcer, il me dit je sais plus qui je suis vide, je ne sais plus qui je suis. Alors c'est quand même quelqu'un qui est motard, qui est assez viril. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire, bien sûr, ça ne veut rien dire. Absolument. Vous savez, il y a des hommes homosexuels qui sont très virils, qui sont très virils, et puis à l'inverse, il y a des hommes qui peuvent avoir une apparence un peu efféminée et qui sont tout à fait hétérosexuels. Ouais, absolument. Mais ça, c'est effectivement beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est Fred qui dit à vous écouter une petite intuition. Une telle attitude ne pourrait-elle être celle d'un mari s'étant découvert homosexuel? Bon, en tout cas, il y a un message aussi qui dit peut-il avoir des enfants avec beaucoup de points d'interrogation. Oui, en tout cas, ça cache un mal-être. Oui, ça peut aussi cacher, c'est-à-dire soit il y a, on sait pas, on part dans toutes les hypothèses, on peut tout élaborer. Soit il y a effectivement, on est dans la perversion, dans la manipulation. Soit il y a un profond mal-être quand il vous dit, mais à moins que ça soit un pervers qui manipule, aussi qui peut tenir ses propos. Mais quand il vous dit, si c'est vraiment au premier degré et qu'il était sincère quand il tenait ses propos, dire je ne sais plus qui je suis et je me sens vide. Ça traduit aussi un profond état dépressif, là, et donc qui largue les amarres, là, de tout, voilà, qui détruit. Tout à fait. Je pense que s'il est parti pendant un mois se réfugier, alors qu'on nous prêtait une très belle propriété dans le sud de l'Espagne pour passer de bonnes vacances, il est parti se réfugier chez sa grand-mère et continuer cette maison. Cette maison est aussi une fuite. J'ai l'impression c'est une façon de me fuir aussi, je pense. De se réfugier sur ce Mais c'est ça, moi je me demande que représentait cette maison. Alors évidemment, je comprends que vous pensiez à la manipulation, mais il peut tout perdre avec le divorce. C'est-à-dire que cette maison, elle peut être vendue, vous pouvez même l'ennuyer volontairement, et je comprendrais que vous le fassiez, c'est-à-dire faire en sorte que
que cette maison, il ne puisse pas la voir et faire en sorte qu'elle soit vendue. Vous voyez, vous pouvez aussi discuter de ça avec votre avocat, tant qu'à faire, pour dire sûr, je ne veux pas que cette maison, il puisse la voir. Alors d'ailleurs, il y a une interprétation un peu psychanalytique là qui arrive au 7-21-21, mais qui dit peut-être un tel chantier de maison l'a renvoyé à ses propres fondations, au manque de fondations, comme une prise de conscience ou perte de repères. C'est exactement et ça. c'est intéressant, cette analyse. C'est une bonne analyse, c'est une belle image effectivement, et je pense qu'effectivement c'est exactement ça. Cela dit, ça ne justifie pas l'attitude extrêmement brutale, encore une fois, qu'il a avec vous. Donc maintenant, c'est vrai qu'on ne peut partir que dans des hypothèses puisqu'il ne dit rien. Et vous, il faut que vous pensiez à vous et à vous protéger, parce que je comprends votre désarroi, Fabienne, dans la mesure où et vous vous êtes présentée comme telle, comme une jeune mariée. Vous aviez beaucoup investi, cette aventure-là du mariage. On sent à quel point c'était important pour vous d'un point de vue spirituel et religieusement. Vous insistez beaucoup aussi sur cette dimension-là. C'est ma mère qui m'a mariée aussi. Sur tous les projets que ça représentait pour vous, de vie de couple, de vie de famille. Et donc ça s'effondre aussi avec ça. Donc c'est douloureux forcément à vivre. Il faut que vous pensiez à vous, évidemment d'un point de vue juridique pour que vous soyez bien protégés et que vos droits le soient, mais peut-être aussi un peu psychologiquement que vous soyez entourés. J'ai l'impression que vous l'êtes avec votre famille, vos amis. Vous m'avez l'air entouré, mais surtout peut-être voir quelqu'un quand même pour parler, parce que c'est difficile d'être devant comme ça, d'être laissé sans réponse finalement, d'être devant un tel gouffre. Peut-être parce que lui-même est devant un gouffre. Je pense. Et c'est vrai que je culpabilise beaucoup. Je me dis, j'ai pas été à la hauteur, j'ai pas été désirable, je n'ai pas été... Oui, vous voyez, c'est ça, c'est là où c'est embêtant, c'est que ça vous plonge dans un désarroi alors qu'il s'agit je pense de sa problématique à lui. Avant toute chose. C'est sa problématique à lui et que j'ai pas à me remettre en question. Effectivement, je pense qu'il a découvert certaines choses sur lui, lesquelles je ne peux pas être sûre. Mais il y a un vrai... j'ai mis ça sur le dos du surmenage et de la fatigue pendant longtemps, mais je pense qu'il y a un état dépressif et puis effectivement il y a une problématique très singulière. Je vous dis, soit du côté de la perversion, de la manipulation, soit du côté effectivement du vide dépressif, mais peut-être il y a d'autres hypothèses, on ne sait pas. Après, oui, bien sûr. Alors il y a Karl qui dit le problème des rencontres sur le net, on ne sait pas sur qui on tombe, et qui dit l'attitude du mari est sordide. Il y a Ben qui dit de nombreux hommes ne veulent pas avouer et cachent leur pulsion homosexuelle. Hélas, un jour c'est trop dur à porter, il y a un clash. Bon, on ne sait pas, parce que tout ça, effectivement, chacun y va de son interprétation, mais bon, alors il y a le subversif qui dit cette volte-face parle d'une défaillance, cette union scellée par la pierre évoque en lui un schéma qui le perd et son idée d'y travailler est la bonne. Oui, il ferait bien de travailler et de se pencher sur la question, ça c'est certainement. Il veut pas faire de travail sur lui, il pense qu'il n'a pas de problème, donc il a évoqué à un moment, il dit peut-être un travail. Il y a Harmonie qui envoie un mail en disant syndrome d'évitement, ce refus de la paternité, point d'interrogation. Votre époux fuit dans un premier temps à travers des travaux, puis lorsque votre traitement s'interrompt, il fuit une possible grossesse. Mais la question, Fabienne, pourquoi fuit-il? Quelle est son histoire? A-t-il peur de l'engagement ou a-t-il profité de votre naïveté? Posez-vous, réfléchissez sur votre ressenti profond, tentez de parler si c'est possible avec lui, parce que vous parlez de respecter son choix. Taratata, respectez-vous, prenez soin de vous et protégez-vous. Courage, je vous embrasse, vous dit Harmonie. C'est gentil. C'est ça, c'est-à-dire que ça vous amène à parler beaucoup de lui et finalement pas assez de vous et de ce que vous ressentez. C'est pour ça que je disais qu'il faut à un moment que vous ayez un endroit pour parler de vous. Depuis 2 mois, je suis sous anxiolytique. Je comprends. Là, je viens de faire 2 arrêts de travail consécutifs de 15 jours, donc c'est pas du tout mon genre.
Et c'est vrai parce que je m'effondre et là, j'en suis à un point que je demande à ma mère de venir dormir avec moi la nuit parce que j'ai peur, parce que j'ai des angoisses tellement grandes que j'ai besoin de serrer la main de quelqu'un, que j'ai besoin d'avoir... J'ai peur, quoi. J'ai peur de... La nuit, c'est horrible. J'ai des maux de ventre, j'ai des angoisses, Voilà. Oui, vous vous sentez abandonnée. Oui, puis moi j'ai l'abandon du père aussi dans mon histoire, donc j'ai l'impression de revivre un rejet que j'ai connu petite aussi, donc cette blessure-là n'étant certainement pas guérie, elle me renvoie toujours à cette éternelle blessure de rejet, d'abandon, qui est très difficile à vivre à chaque fois. L'abandon du père, à quel niveau ? Mais c'est mon papa, quand mes parents ont divorcé, il a pas du tout. Je pense que lui c'est pareil, il a pas du tout assumé sa paternité. On en revient toujours un peu à la même histoire finalement, c'est peut-être le même profil. Ouais, en parlant avec vous, je le redécouvre. Et mon père, il fuit, il veut pas avoir de contact avec moi. Il m'a abandonnée et puis. Oui, je comprends mieux. Effectivement, déjà, si vous n'aviez pas cette histoire-là, c'est très douloureux. Mais alors en plus, avec l'histoire que vous avez eue avec votre père, ça a effectivement des conséquences. Émotionnellement c'est très très lourd parce que ça réveille en vous des angoisses d'abandon terribles. On voit bien la petite fille qui a besoin de sa mère auprès d'elle, besoin qu'on lui tienne la main, besoin d'être rassurée, et la peur qu'on ne l'abandonne pas. Alors moi je pense qu'au vu de tout ça, il faut vraiment que vous alliez en parler en thérapie, parce que peut-être vous savez qu'inconsciemment, Fabienne, vous avez rencontré un homme qui vous a fait revivre quelque chose de cet ordre-là, qui avait certains traits de personnalité de votre père, pas tous, mais peut-être certains. Et parfois, on peut, notre inconscient nous mène vers des personnes qui vont nous faire revivre des schémas du passé. Parce que tant qu'on n'a pas digéré certains traumatismes, on est amené à les revivre. Alors à quel prix, Il vaut mieux les revivre en thérapie, évidemment, que dans la réalité. C'est moins douloureux. Quel genre de thérapie aussi? Parce que je me suis tournée vers un psychologue, vers kinésiologue. Non, plus psychanalytique, C'est plus avec soit un psychanalyste, soit un psychothérapeute d'inspiration psychanalytique, là. D'accord. C'est la relation au père, c'est la relation aux hommes. D'accord. Vraiment. Et où est-ce que je peux retrouver les messages des internautes parce que des gens ont l'air de dire des choses très intéressantes. Je peux les retrouver sur le forum de Europe 1 ou pas? Ah non, les messages les textos, non, vous ne pouvez pas les retrouver. Non. D'accord, donc... Ça, je suis désolée, je vous les ai lus là, mais... Mais c'est bien, je suis très contente parce que ça me conforte dans certaines idées. Non, ça, je suis désolée, mais on les a pas. Il y a encore un message là d'Olivier qui arrive, qui dit: vous méritez mieux que cet individu bizarre qui ne vous respecte pas. Bon courage à vous. Il y a Karl qui dit: moi-même j'ai eu de sérieux soucis à la suite d'un contact sur le net. Attention, faire attention, j'ai tout stoppé. Courage à Fabienne et bis à elle. Et puis c'était la suite du message où je vous disais les fondations sur la maison. Là, c'est ça peut-être créer chez lui une prise de conscience ou une perte de repère. C'est son histoire à lui qu'il doit porter. Et il dit courage et bonne route à cette jeune femme. Voilà, il y a quelque chose certainement de son histoire, mais vous, il faut que vous occupiez de votre histoire à vous. Oui, vous avez raison. Ouais, vraiment. Caroline, je vous dis peut-être à bientôt sur Bordeaux, dans la région bordelaise. Peut-être, effectivement. Peut-être, Fabienne. Mais prenez soin de vous en attendant. Merci beaucoup, en tout cas. J'étais très impatiente de parler avec vous et je crois que ça m'a fait du bien. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous en prie. Je remercie tous les auditeurs qui ont envoyé des messages. Ça me fait beaucoup de bien et merci de cette attention. Je vous embrasse. Moi aussi, je vous embrasse, Fabienne. Au revoir. Au revoir. Daniel Balavoine, quand on arrive en ville, oui, il y a
Coco et Cathy qui dit mais Fabienne peut écouter l'émission sur le net en podcast et comme ça elle pourra réécouter les messages que vous avez adressés par SMS. Bah oui, c'est vrai, bien sûr, j'avais pas pensé à ça. Vous avez raison d'en parler. Donc si Fabienne est à l'écoute, comme toutes les émissions d'Europe 1 d'ailleurs, vous pouvez les réécouter en podcast. Et puis justement, la fée dragée, dit Fabienne, je vous souhaite de tout cœur de rencontrer un homme qui vous rendra heureuse. Alors il y a Sam la pirate qui me dit mais pourquoi vous lisez jamais mes textos? Mais parce que jusqu'à présent j'avais pas de texto signé Sam la pirate, tout simplement. Sinon avec un pseudo pareil, vous imaginez bien que je les lirais, ma chère pirate. On accueille maintenant Thierry. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Thierry. Bon anniversaire aussi. Merci Thierry. Oui, donc alors moi le motif de mon appel c'est le souci que j'ai avec ma fille. En fait, moi je suis divorcé depuis 2000. Oui. Ça a été un divorce très conflictuel, bien sûr. Et donc ma fille à l'époque avait 5-6 ans. Et la maman a fait en sorte... moi j'avais refusé de prendre un avocat et la maman a fait en sorte qu'on me condamne à voir ma fille dans un endroit protégé. Oui. Une association, etc. Donc moi ça j'ai refusé catégoriquement parce qu'il n'y a absolument aucune raison que je vois ma fille dans un endroit protégé. Mais enfin, apparemment la justice n'en a eu que faire. Et j'ai revu ma fille en avril 2001 à l'occasion de son anniversaire. J'avais été invité par sa maman pour l'anniversaire de ma fille. Donc je suis à l'anniversaire de ma fille. Bien évidemment, la maman a relancé un petit peu, essayé de me relancer un peu pour qu'on reprenne la vie commune. Il n'en était pas question. En mai 2001, j'ai revu ma fille et à qui j'ai proposé bien évidemment de venir la voir une demi-journée si elle souhaitait, parce que je savais très très bien que pour elle, il n'était pas question que je la fasse dormir ailleurs dans un premier temps, parce que c'est quelque chose qui l'inquiétait plus, qui inquiétait fortement. Donc c'est la raison pour laquelle donc ma fille était d'accord pour qu'effectivement je vienne la voir la demi-journée et que petit à petit on mette des choses en place. Et puis le lendemain, sa mère m'a appelé en me disant bah écoute, elle a changé d'avis, finalement elle veut pas te voir. Elle a quel âge votre fille? Alors maintenant, aujourd'hui elle a 16 ans. D'accord. Aujourd'hui elle a 16 ans et donc moi j'ai envoyé alors bien sûr hein, j'ai écrit à ma fille souvent, enfin j'ai écrit je dirais le plus souvent possible, parce que le problème qui s'est passé c'est que non seulement je n'avais aucune réponse de ma fille, j'avais même des courriers qui me revenaient sans avoir été ouverts, et de temps en temps bien évidemment jusqu'à maintenant je continuais à lui écrire mais sans avoir aucune réponse. Donc c'est un peu difficile parce qu'à un moment donné j'ai l'impression un peu d'envoyer des courriers dans le vide, ne sachant même pas si les courriers arrivent en fait. Enfin, ils arrivent certainement, mais je ne suis pas certain que les courriers lui soient remis. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a environ, c'était début de ce mois, je me suis créé un profil sur un site connu sur Internet et était pratiquement certain que j'allais trouver ma fille. Et effectivement, j'ai vu ma fille sur ce site et j'ai mis un moment avant de me décider à lui envoyer un message. Puis après j'ai dit bon, de toute façon j'envoie le message, on verra bien. J'ai envoyé un message et effectivement elle m'a répondu. 2 messages courts. Alors il y en a un qui me dit qu'elle est étonnée d'avoir de mes nouvelles, qu'après toutes ces années elle savait pas trop quoi me dire, ce que je peux concevoir. Oui. Et là-dessus, moi j'ai renvoyé un message en lui demandant par exemple où elle en était de sa scolarité, qu'est-ce qu'elle faisait, enfin voilà quoi. Et alors elle m'a dit ce qu'elle faisait comme scolarité maintenant. Ouais. Bien évidemment j'ai renvoyé des messages et depuis plus rien. C'est-à-dire que j'ai renvoyé des messages, j'ai plus aucune réponse, plus aucune nouvelle, plus rien. Donc là, si vous voulez, moi je suis dans une situation en fait... Vous ne l'avez pas vu, donc ça fait depuis 2001 Oui, depuis 2001, oui. Et oui, ça fait quand même 8 ans, hein. Donc entre la petite fille qu'elle était et l'adolescente qu'elle est maintenant... Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2005,
Moi, j'avais redéclenché une procédure Oui. En demandant à voir ma fille, en disant Oui. halte là, quoi. Je veux dire, ça peut pas continuer comme ça. Oui. Donc là, la juge de l'époque m'avait dit, mais écoutez, est-ce que vous acceptez de la voir dans un cadre protégé? Alors, Oui. compte tenu du temps qui était passé, j'ai dit, écoutez, oui, il n'y a pas de problème. On va faire comme ça. Je vais reprendre contact avec elle dans un cadre protégé. Et ce qui s'est passé, moi, j'ai rencontré une assistante sociale, je crois, ou une psychologue de cette association qui m'a dit, on a vu votre fille. Dans un premier temps, elle a dit, bah écoutez, moi d'accord, je veux bien revoir mon père, reprendre contact avec mon père. Et le lendemain, rebelote, le lendemain, elle a téléphoné, sa mère a appelé en disant que ma fille avait changé d'avis. Ben oui, mais les enfants sont influençables, hein. Oui, alors, oui, la difficulté, oui, mais ça c'est sûr qu'ils sont influençables. Le problème, c'est comment arriver à reprendre contact avec ma fille. Je crois qu'il faut pas être trop pressé. Ça a dû lui faire plaisir que vous lui mettiez un message. Elle vous a répondu d'ailleurs. Maintenant, il faut lui laisser un peu de temps, je crois, et peut-être dire que c'est vrai, toutes ces années, ça a été compliqué parce que le conflit, cette séparation très conflictuelle avec sa mère, ont fait que ça a compliqué les choses, que vous ne pouviez la voir que dans un lieu protégé, ce qu'au départ, ça vous a profondément blessé. Vous aviez dit non. Puis quand vous vous êtes dit plutôt la voir même dans un lieu protégé que de ne pas la voir du tout, eh bien à ce moment-là c'était elle qui peut-être ne souhaitait plus parce qu'il y avait toujours la maman derrière. Enfin, sans trop rentrer dans les détails d'ailleurs, mais dire que vous avez toujours pensé à elle, qu'elle vous a beaucoup manqué et qu'au fond vous aimeriez la revoir et prendre le temps de vous connaître. Alors, parce que je crois qu'il va falloir refaire connaissance avec elle. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle, sur un message que je lui ai envoyé, je lui ai expliqué que, effectivement, il s'était écoulé beaucoup d'années. Voilà. Et que ça peut pas le lien peut pas se renouer aussi vite. Tout à fait. Mais c'est la raison pour laquelle, sur le message que je lui ai envoyé, je lui disais que si elle était d'accord, si elle le souhaitait, j'étais prêt, dans un premier temps, à rentrer en contact, à rester en contact avec elle par l'intermédiaire d'Internet, sans la forcer à me voir. Voilà. Mais que le but final, effectivement, c'était effectivement d'arriver à ce qu'on se reconnaisse, en fait. Et proposez-lui quelque chose, parce que des rencontres sur Internet, proposez-lui quelque chose. De dire que vous aimeriez bien la rencontrer. Mais ça doit être un peu compliqué parce qu'elle est prise dans un conflit de loyauté entre sa mère et vous. Dire que aujourd'hui le temps a passé, les choses se sont apaisées, que vous avez toujours beaucoup pensé à elle, qu'elle vous manque et que vous aimeriez la rencontrer et refaire sa connaissance. Voilà, vous savez qu'elle vous manque et lui faire part de tout l'intérêt que vous lui portez surtout. Bonne chance en tout cas dans cette rencontre, mais soyez patient, n'attendez. Vous pouvez pas qu'il y a eu toutes ces années et puis que voilà, en quelques semaines tout revienne comme avant. Il va vous falloir un peu de temps. Bon courage. Ndidi. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit. Pour ma part, moi comme bruit d'acouphène, ce soir je vais m'endormir avec tous vos messages d'affection et tous vos vœux d'anniversaire. Merci infiniment encore.